était germano-pratin, un peu comme tous les Parisiens de mon âge, hein, parce qu'il est évident qu'après la Libération, pour s'éclater, comme on dit aujourd'hui, on allait à Saint-Germain-des-Prés. Non, moi, ce qui m'a amusé, bon, c'est plutôt mon côté historien, c'est de commencer un livre en 542, c'est-à-dire au moment où Childebert, le roi de Paris, fils de Clovis, met le siège devant Saragosse pour les Visigoths et dit « Moi, je veux bien lever le siège à condition qu'on me donne la tunique de Saint-Antoine ». Et c'est ainsi que, ramenant à Paris cette tunique, Germain, qui était évêque de Paris, dit au roi il faut construire une basilique autour de ça. Et c'est le début de l'abbaye de Saint-Germain. Le premier café, c'était Pascal, un Arménien, qui l'a monté à la foire Saint-Germain. Et ce Pascal, il a engagé un perlemitain qui s'appelait Procopio. Et ce Procopio, quand Pascal est parti pour Londres, où il a fait des cafés house, Procopio, il a repris la petite échoppe de la foire Saint-Germain. Mais il a trouvé ça un peu étroit et il a été acheté à un ancien établissement de bain dans la rue des Fossés Saint-Germain, qui maintenant s'appelle la rue de l'Ancienne Comédie. Et là, il a monté un véritable salon avec lustre, miroir, tapis, table en marbre. Et c'est comme ça qu'est né le Procope. Et c'est la première fois qu'on voyait un café digne de ce nom. Alors la chance qu'il a eue, c'est que à la foire Saint-Germain, la Comédie Française était sur les tréteaux. Et qu'après, on lui a donné ce théâtre qui est juste en face du Procope. Après le théâtre, tout le monde venait au café pour discuter, pour monter des cabales, enfin tout ce qui pouvait se trouver. Marat, Robespierre, tout ça venait dans ce café. Et donc, avant eux, il y avait eu, bien entendu, les philosophes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, d'Alembert, Diderot, qui venaient là. Il y avait là un magasin, et ce magasin s'appelait les Deux Magots. Et en fin de compte, ce magasin des Deux Magots est l'ancêtre du Café des Deux Magots, parce que c'est toute une petite histoire. Vous savez qu'à cette époque-là, les femmes achetaient le tissu et on faisait faire les robes par sa couturière. Il n'y avait pas de prêt-à-porter, ça n'existait pas. Alors M. Desabbés a eu beaucoup de succès parce qu'il vendait de la soie. Et petit à petit, il a acheté le magasin, il a acheté l'immeuble à voisin, il a agrandi son... Alors ça s'appelait les Deux Magots, parce qu'à cette époque, il y avait une pièce qu'on jouait aux variétés qui s'appelait Les Deux Magots de Chine. Et alors ce magasin des Deux Magots, petit à petit, est devenu un peu petit. Et M. Desabbés a eu l'idée d'aller place Saint-Germain-des-Prés, où il a acheté tout cet angle où se trouve actuellement le café. Quand le dimanche s'annonçait sans nuages, nous exhibions de beaux accoutrements. Et nous allions voir le décervelage, rue des Chaudets, passer un bon moment. Voyez, voyez, la machine tourner, voyez, voyez, le cervelle sauter, voyez, voyez, les roses qui tremblaient. Hurrah, quand je tue, vive le prévenu. Jarry venait beaucoup. On a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a raconté qu'il faisait la cour à une dame et que cette dame ne répondait pas à ses avances et qu'il avait tiré un coup de revolver dans la vitre et qu'il avait dit « Madame, la glace est rompue ». Jarry fréquentait aussi Lippe. Mais alors à Lippe, il agaçait particulièrement les autos parce qu'il commençait toujours son repas à l'envers. Il commençait par le dessert et finissait par le hors d'œuvre. Lippe a été créé par un certain monsieur Lippe, et non par monsieur Lippmann, comme certains ont voulu le dire. C'était un Alsacien qui ne voulait pas devenir allemand en 1870 et qui est donc a créé cette brasserie qui s'appelait la brasserie des Bords du Rhin. D'ailleurs,
D'ailleurs, la qualité de la bière était venue jusqu'aux oreilles de Proust parce que Ramon Fernandez avait dit à Proust que la meilleure bière de Paris était chez Lippe. Et Dillon Albaret venait chez Lippe chercher de la bière pour Monsieur Proust. Ce serait amusant, évidemment, de se dire que Proust a fréquenté Lippe après tant de gens. Parce que c'est amusant chez Lippe, c'est ça, c'est que si vous êtes assis, que vous regardez dans le miroir, vous savez qui arrive, vous savez si vous voulez être vu ou si vous voulez qu'on vous voit, vous êtes assez particulier. Je n'ai pas fréquenté longtemps Saint-Germain-des-Prés, mais je l'ai connu il y a très longtemps, c'est-à-dire dans les années 30 à 40. J'étais à l'époque script girl, en effet, et je travaillais avec Saint-Exupéry sur un film qui s'appelait Courrier Sud. Alors on travaillait toute la journée, il habitait l'hôtel Lutetia, et le soir, vers 6h, 7h, on allait prendre un verre au Flore, c'était absolument régulier. J'avais comme ami de jeunesse Paul Boubal, qui était le patron du Flore. Et ça, c'était vraiment des copains, c'était un peu ma famille. Et lorsque l'occupation est arrivée, toute une vie avait changé. Et cependant, tous ces artistes s'agglutinaient au Flore, qui avaient une vie passionnée, passionnante, et je dirais presque tumultueuse à Saint-Germain-des-Prés, qui occultait des événements autrement dramatiques, autrement importants. Ça peut peut-être vous choquer, mais c'est comme ça. Ce Saint-Germain-des-Prés-là, je ne l'ai pas connu autrement que de la terrasse du Flore, qui était un endroit très pittoresque, rempli de gens qui se connaissaient entre eux, qui n'étaient pas forcément connus, mais qui se connaissaient entre eux. C'est là qu'il y avait le groupe Octobre qui s'est formé. Le groupe Octobre, à vrai dire, je ne sais pas exactement ce que c'était. Et enfin, je sais quelques noms de ceux qui participaient, c'est-à-dire essentiellement les deux frères Prévert, Marcel Duhamel, il me semble Jean-Louis Barrault, Raymond Bussière, Fabien Loris, voilà. Et puis Simone Signoret qui s'était un peu intégrée à ce groupe. Je ne sais pas si elle en faisait vraiment partie, mais enfin elle en était proche en tout cas. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas, il voulait faire la révolution. En tout cas dans l'ordre du spectacle, certainement. Le groupe Octobre, comme son nom l'indique clairement, a répondu à une motivation de gens, d'amis venus de partout et d'ailleurs, unis dans une même conception des luttes sociales. L'objectif du groupe Octobre, à cette époque, s'assimilait à ceux du prolétariat révolutionnaire des années 30. Et Jacques Prévert, à partir de cette unisson, Jacques Prévert se saisit de cette actualité et grâce à Bussière, Léon Moussinac et Paul Vaillant-Couturier, le groupe s'enrichit rapidement de personnages que je ne vais pas citer tous, mais je pense bien à eux bien souvent. Et nous participions aux grèves, très nombreuses à l'époque. Et moi, avec mon violoncelle, je joue du violoncelle, par exemple, au rayon des premières communiantes à la Samaritaine. Mais dans les grands personnages qui composaient ce groupe, il y en a un qu'on ne peut passer sous silence, c'est Marcel Duhamel. Marcel Duhamel, le futur patron de la Ciré Noire. Ce fut grâce à lui que le groupe quand même pu continuer à vivre, car c'était le seul qui gagnait un petit peu d'argent. Sans oublier les dames. Et en 1937, nous avons fait ce grand spectacle qui s'appelait Le Tableau des Merveilles. Inutile de dire que notre lieu de réunion était le Café de Flore, la bande à Prévert était au Café de Flore. Pour les conversations, pour rire ensemble, mais pour les repas à crédit, eh bien c'était chez Cher Ami. Enfin, on peut dire que le groupe Octobre fut un groupe bien vivant jusqu'en 1937, où seules les guerres mirent fin
à cette merveilleuse réunion. Et comme dira Jacques Prévert un petit peu plus tard, la guerre, quelle connerie la guerre. Saint-Germain était célèbre, je crois, dans les années après l'autre guerre, dans les années 20-30, 20-35 à peu près, où tu avais tous les Claudel, Mauriac, Gide, tout ça, ils hantaient au Flore, il y avait le groupe Octobre, qui, même pendant l'occupation, je crois, qui hantait le Flore. Il y avait tout ça, il y avait des peintres célèbres, Picasso, Picabia, je sais pas, Dorin, enfin, Jouan Gris. Ils étaient à Saint-Germain-des-Prés, c'était une époque. Alors ça s'est amenuisé, je crois, d'après mes souvenirs, après, à partir de 36, tout ça, le Front populaire, tout ça, il y a eu un changement, tout ça. Et puis, ça a continué avec l'occupation, Saint-Germain-des-Prés, ça a baissé un peu, mais quand même, c'était sous-jacent, tout ça. Leur voyage à Saint-Germain, c'était assez sympathique. Ça faisait un peu buffet de gare. Et bon, on a quand même regretté de le voir disparaître pour un drugstore. Mais c'était sympathique. Et je sais que, bon, étudiant, on le fréquentait beaucoup. C'était fin 34, fin 1935. J'étais enfant. Il y avait toute la bande à Jacques Prévert qui était là. Et nous venions beaucoup avec Loris Bussière, Yves Dognaud, Duhamel, tout le monde. Ça a été beaucoup la grande mode ici à la Romerie martiniquaise. Après, de temps en temps, changer la bande, le groupe changeait de café, mais revenait aussi beaucoup à la Romerie. Ici, c'était un quartier très provincial, très charmant.
absolument le contraire du Saint-Germain-des-Prés qui est né en 1945. Au De Magot, vous aviez les architectes, les gens des beaux-arts, vous aviez chez Lippe surtout les gens de la politique, et la Romerie, les artistes, etc. Voilà, c'était divisé en clans qui se supportaient, peut-être pas pendant l'heure du repas, mais enfin, comme on ne se mange pas encore entre êtres humains, mais là, ça se supportait très bien, j'aimais beaucoup. Je suis arrivé en France le 14 septembre 1944 avec l'armée américaine et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire connaissance avec des peintres et des écrivains parisiens. J'avais un désir en ce qui concernait mon séjour, si j'ose dire, ici, c'était de faire la connaissance de Picasso. Et Picasso était le premier à m'amener à Saint-Germain-des-Prés. Ça, c'était tout de suite quand je l'ai connu. On allait chez Lippe, on allait au Flore, et puis, bien sûr, dans ce restaurant, le Catalan, lui ne payait jamais. J'ai remarqué, il ne payait pas. Je ne sais pas comment ça s'arrangeait, mais enfin, il ne payait jamais. Je me suis toujours demandé de quoi vivaient ces cafés d'ailleurs, parce que les gens prenaient un café ou prenaient une eau minérale et restaient là pendant 4 heures. Non, mais ça a été l'intelligence de Boubal. Il savait que pour que son café demeure et que le climat de ce café demeure, il fallait qu'il y ait un certain nombre de gens, quitte à ce que ceux-là précisément ne payent pas leur consommation ou en payent une toutes les 4 heures. Pendant cette période-là, on voyait Sartre aussi derrière son poêle.
quand j'ai décidé d'écrire ce livre, j'ai téléphoné à Claude Luther. Et c'est un être formidable. Je lui ai demandé s'il avait été à Antibes. Il m'a dit, mais à Antibes, on joue du reggae, on joue plus de jazz. J'ai connu Boris Vian quand il jouait dans l'orchestre de Claude Abadie. Il faisait du Dixieland et cette musique-là m'a beaucoup plu et j'ai voulu faire un petit peu pareil. Alors j'ai fait plusieurs essais. En plus, Boris s'est arrêté avec Claude Abadie, donc il est venu jouer un petit peu avec moi. On avait même monté une sorte de petit club au-dessus du club Saint-Germain, mais on rentrait par la rue de Rennes. Et puis, bêtement, on n'y a pas pensé, on a joué un 11 novembre. Alors on s'est retrouvé au poste de police. Après, on a végété, on a refait des surprises parties. Puis à ce moment-là, il y a Roland Mels qui nous a demandé de venir au Lorientais. Le club Lorientais a commencé, si j'ai bonne mémoire, en mai 46. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'au bout de 2 mois, on est parti en vacances, mais on est tous revenus au mois de septembre. Et là, ça a démarré à plein feu. Ça s'est tout de suite rempli. On a d'abord joué l'après-midi pendant 6 jours de 5 à 7. Et en plus, on a ajouté après 3 soirées, le jeudi, le samedi et le dimanche. Grâce à Boris Vian, il y a eu beaucoup de gens, de personnalités sont venus nous écouter. Et parmi toutes ces personnalités, il y avait Jacques Becker. Jacques Becker s'intéressait beaucoup à notre vie, à la vie des danseurs et tout ça. Et je pense que c'est ça qui lui a donné l'idée de faire un film. Il a écouté Francis Mazière qui voulait devenir un archéologue et tout ça. Ça lui a donné des idées pour faire ce film qui s'appelait Rendez-vous de juillet. Alors pendant un an, il a espionné dans tout le Lorientais, les locaux et tout ça, la serveuse, la demoiselle qui était à l'entrée, les gens qui venaient régulièrement. Et là-dessus, le club Lorientais a fermé, je crois, fin 48, en septembre 48, sur plainte de parents, parce qu'il y en avait beaucoup qui séchaient leur cours pour venir au club Lorientais. Enfin, maintenant, ça paraît ridicule, mais c'était comme ça à l'époque. Comme le Lorientais était rapidement redevenu une cave à charbon, il était obligé, dans les studios de la rue Francoeur, de refaire le Lorientais complètement. Mais alors, c'était extraordinaire parce qu'on s'y serait cru. La seule chose qui nous troublait un peu, c'est qu'on pouvait remuer les murs à gauche, à droite pour les prises de vue. Mais en fin de compte, on se sentait à l'aise comme le Lorientais. Ça nous a beaucoup plu, ce film. Et je suis toujours content quand je vois qu'on le ressort à la télé, parce que c'est notre jeunesse, c'est vrai, c'est exactement ça.